Juste avant de commencer cet épisode, un petit message pour vous dire merci du soutien et de toutes les contributions qu'on reçoit pour le crowdfunding pour lancer la saison 2 de Banmi Podcast. Nous avons jusqu'au 15 octobre pour atteindre la cagnotte. Cette cagnotte qui nous permettra de rémunérer symboliquement les personnes actives qui contribuent au développement de Banmi Podcast, au matériel, à l'hébergement du podcast et continuer à vous proposer des contenus. Si vous croyez au projet et construire la saison 2 ensemble, rendez-vous sur la page Ulule Banmi Podcast saison 2. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série. C'est une discussion que j'ai enregistrée avec mon téléphone en février 2020, avant même que je me lance dans la création du blog banmiculture.com ou le podcast Banmi Podcast. Je fais la rencontre de Don, son nom d'artiste, Nodé. Il est musicien, producteur, beatmaker. On m'avait fait découvrir son EP Vina Sound, que j'avais adoré. J'ai alors suivi son actualité sur Instagram et je savais qu'il vivait au Vietnam, alors je lui ai envoyé un message pour lui demander une interview. On s'était posé dans un café de rue en bas de chez lui pour siroter un café soda. À l'époque, je n'avais pas prévu de diffuser cet audio. C'était uniquement mon support pour retranscrire à l'écrit notre discussion. Donc interview que vous pouvez retrouver notamment sur le blog Banmi Culture. Et avec le lancement de Banmi Podcast, j'ai demandé à Nodé s'il était OK pour que je diffuse cet entretien. Il m'a dit « Ouais, c'est cool, on sent l'énergie de Saigon ». Alors, vous allez donc entendre l'ambiance des rues de Saigon, au Vietnam, mes prémices en tant qu'intervieweuse et une discussion qui m'a beaucoup inspirée. Donc, merci Nodé pour ta confiance. C'est parti pour l'épisode hors série avec Nodé. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Nodé, pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banmi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banmi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banmi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Je m'appelle Don, j'ai 35 ans, j'ai un nom d'artiste qui s'appelle Nodé, ça vient du graffiti parce que je viens de la culture hip-hop parisienne et je fais principalement de la musique. D'accord. Je fais de la musique de plusieurs formes, on va dire de formes modernes. Donc, je suis DJ, producteur, beatmaker, voilà. Et comment tu as commencé à t'intéresser à la musique? Comment c'est venu? La musique, c'est un kiff depuis que je suis tout bébé en fait. Non, on va dire depuis que je suis tout petit. J'ai des souvenirs de... déjà, mes parents ils sont vachement investis, on va dire, dans la communauté viet, dans la culture viet. Et donc en fait, mon père il gérait un centre culturel vietnamien dans le 5e arrondissement. Et là-bas, j'entendais de la musique viet depuis que je suis petit. Et puis, vu que je suis le dernier de la famille, mais j'ai que des grands frères et des grandes sœurs, je vivais qu'avec mes parents. Et mon père, qui était prof de maths, il m'embarquait et tout. Pour le boulot, il devait m'embarquer. Et vu que j'étais tout seul, je me rappelais qu'il m'avait filé un poste radio pour écouter de la musique. Donc, je me rappelais à 5 ans, j'écoutais grave de la musique. Donc, vraiment, c'est comme ça que j'ai kiffé la musique. Et arrivé à les études, le lycée, le collège. Après le bac, il faut choisir ce qu'il faut faire. Après un an à la fac en économie où j'ai vu que ça me faisait vraiment chier, j'ai choisi de faire un truc qui me plaisait plus. Donc j'ai commencé à faire des études d'ingénieur du son. Dans ma classe, j'ai rencontré des mecs qui faisaient de la musique avec des machines. Parce que ingé son, beatmaker, c'est quand même assez proche en fait, tu vois. Tu bidouilles des machines, t'enregistres des sons, tu trucs. Et donc j'ai commencé à faire de la musique là-dedans, tu vois. Et je bidouillais. Et quand à un moment, tu sais, pendant l'école, il faut faire des stages. Moi, depuis tout petit, vraiment, je kiffais la culture hip-hop. À cette époque-là, déjà, je commençais à faire je faisais déjà du graffiti. Ouais. Et j'ai trouvé un label de rap dans le 18e. Et c'est comme ça que je me suis intégré. Je suis rentré d'abord en tant qu'ingénieur du son. Et après, j'ai commencé à proposer mes compositions. Et c'est là où j'ai commencé à faire de la musique pour les rappeurs.
Avant, j'ai enregistré les rappeurs, puis après, j'ai commencé à faire enregistrer les rappeurs et faire leur musique. D'accord. Donc en fait, tu t'es développé pendant ton stage, tu étais rentré pour une fonction en particulier, puis au final, tu as fait grandir ce truc-là sur... Complètement. Moi, ça, je l'ai vraiment vu. Je pense que la musique, j'ai toujours kiffé secrètement. Je n'ai jamais voulu vraiment faire parce que peut-être l'éducation viette, tu vois, mais j'avais ce truc de ouais, ça rapporte pas d'argent ou c'est trop bizarre et j'ai une famille quand même assez ouverte culturellement, mais c'est pas une famille d'artistes. Donc c'était un peu obscur pour moi. Donc j'avais ce truc un peu pragmatique viette, tu vois. Bon bah vas-y, je vais faire ingénieur du son. C'est un truc que je comprends. Et la musique c'est à côté. Et en fait petit à petit, la musique a plus développé. J'ai commencé à faire rentrer des sous. À un moment je me suis dit bon bah tu sais quoi, vas-y je vais lâcher mon taf d'ingé son et me lancer complètement dans la musique, tu vois. Okay. Et ça c'était vers 28 ans, tu vois. Ah ouais. Que j'ai vraiment fait que de la musique. Et c'était quoi le genre de musique que tu écoutais à la maison? Enfin, tu vois, genre tu mentionnais ton père qui t'avait passé un poste de radio. Lui, il écoutait quoi? Toi, tu as été influencé par quoi? Alors, tu as plusieurs influences. Depuis tout petit, parce que je suis un enfant issu de la communauté viette. Tu sais, tous les ans, il y a le tête, il y a des trucs comme ça. Donc, tu as toujours en background de la musique viette qui traîne, tu vois. Mais genre les trucs un peu old school, tu vois, ouais. Soit du Kylung, soit Boléro, tu vois, les trucs comme ça. Mais c'est un truc en musique de fond. Et puis après, moi, quand j'ai kiffé la musique, bah, tu sais, c'est la radio. Donc à mon époque, j'ai 35 ans, donc quand j'avais 5 ans, c'était la dance à mort. C'était la dance, le rock, vraiment la musique FM. Hein. La musique FM, ce qui passait sur Fun Radio, Énergie, Skyrock. Et puis à 12-13 ans, le rap. Ok. Tu vois, la culture hip-hop. C'est vraiment le truc qui m'a... Tu sais, à cet âge-là, tu as besoin d'identification. Et vraiment, c'était la culture hip-hop qui m'a donné des bases culturelles pour pouvoir m'identifier. Et puis après, bah, je commence à t'ouvrir, t'écoutes d'autres choses, la musique électronique. J'ai un grand frère, tu vois, j'avais un grand frère DJ. Donc lui, il était rap, mais lui aussi, il est passé sur la musique électronique, house. Donc j'écoutais pas mal de trucs comme ça. Tu as travaillé avec qui, par exemple bah moi, c'était beaucoup les rappeurs du 18e. Donc j'ai donné des noms un peu moins connus, mais genre Flint, La Secret Connection, Beat Street. Et tu travaillais sur des albums entiers avec eux Souvent, je passais quelques prods sur des albums. Jamais des albums entiers, mais surtout quelques prods. Et puis après, voilà, hein, d'autres artistes plus connus, Seth Gecko, Orelsan, Youssoupha. Ok. Et par quoi tu commences? Est-ce qu'il y a une directive qui est donnée par l'artiste, le rappeur souvent, c'est les beatmakers font des prods de leur côté. Ouais. Selon leur inspiration, leurs envies. Et une fois cette base-là, une fois que t'as plusieurs prods, tu organises par palette et après tu les fais écouter aux rappeurs. D'accord. Et en fonction de tel style, tu fais écouter tel style à tel rappeur parce que tu penses en tant que beatmaker que ce style-là va nous convenir. Et après, voilà. Ça, c'est une des manières. Après, des fois, tu as d'autres manières. C'est tu te poses avec le rappeur et vous créez ensemble. Quoi. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé à partir de France, à sortir de ta zone de confort parce que tu étais bien avec... C'est exactement ça. Ouais. En fait, à un moment, j'étais trop bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai eu un truc vers la trentaine, tu vois, où tu es dans ta zone de confort. Il n'y a plus de choses. Je sentais que je commençais à tourner en rond. Ouais. Déjà, il y a un truc, c'est que le rap, ça reste une musique de jeunes. Et j'ai une sensation à passer 30 ans où je commençais à me sentir vieux dans le rap parisien, tu vois. Déjà, en plus, j'étais DJ, tu vois. Et tu sais, je m'étais rendu compte quand je commençais à mixer, quand j'ai continué à mixer. J'arrive en soirée et je me rends compte que toute la salle, ils sont tous plus jeunes que moi. Ils ont 10-12 ans de moins que moi. Même les DJ, ils ont un truc moins que moi. Tu sens qu'on commence à avoir une déconnexion. Donc là, je me suis dit, putain, je me suis dit, est-ce que j'ai pas un peu fait le tour de la chose? Donc il y a eu une sensation comme ça j'ai pas le bon mot, mais
trop confortable, tu vois, Ouais, trop ouais. confort. Je sentais Tu que... t'es observé dans cette salle en prenant de la hauteur, tu te dis ouais, il y a quelque chose. Ouais, je sentais que j'étais plus fait là-dedans, tu vois. Et je te donne un autre truc aussi, j'avais la trentaine et mes potes ils commençaient à avoir femme et enfant. Et j'étais là, putain, je me sentais pas encore prêt pour ça. Et donc j'avais un besoin de voir ailleurs. Et D'accord. donc en fait, j'ai commencé à voir ailleurs. Donc ça a été aussi par le voyage, mais aussi par l'exploration musicale. Ouais. J'ai commencé à sortir de la musique rap Ouais, et j'ai bossé j'ai fait de la musique dans l'art contemporain. ok. Et c'est ça qui m'a amené à mon premier voyage en Chine. J'ai rencontré un collectif d'artistes contemporains chinois qui s'appelle Asian Dog Boys. Sur internet, je tombe sur une de leurs performances. Je vois des Asiates à poil en train de performer. Un truc En Chine en plus. en Chine. Ouais. Et genre, en fait, il y a eu une sensation assez bizarre. Je vais t'en parler parce que tu es asiate et que tu es vécu aussi, mais ça m'a fait bizarre. Déjà, quand j'ai vu ce collectif, j'ai fait putain, c'est Zarbi. C'est la première fois que je vois des Asiates faire des trucs aussi fous, tu vois. D'habitude, dans ma tête, l'art contemporain, c'est un... C'est pour les blancs, entre guillemets, ouais. Exactement, Ouais. exactement. Ouais, Tu le ouais. retranscriras comme tu veux. Mais pour moi, c'est un truc de blanc. Ouais. Et direct, je suis, waouh, c'est un truc de ouf. Donc je leur écris, je leur envoie un mail, je dis putain, mais ça déchire ce que vous faites. Et t'es tombé vraiment par hasard en faisant des recherches. Si tu veux l'histoire complète, je sortais avec une meuf à l'époque qui était plus artiste que moi, tu vois. Elle a fait les arts déco, elle est plus dans une mouvance artiste. Et elle voyait que j'avais que je tournais en rond, donc elle m'a dit vas-y, je découvre d'autres trucs et tout. Ouais. Elle m'a envoyé des sites genre Dazed and Confused, tu connais? Bon, c'est un site un peu arty, tu vois. Elle m'a dit Ok. regarde un peu ce qui se passe, ouvre-toi un peu l'esprit, tu vois, sors un peu du rap. Et donc c'est comme ça que je tombe sur leurs vidéos en fait, leurs D'accord, performances. Et tu fais ouais, faut Ouais, que, ça faut m'a- que j'aille voir ce qui se passe. Exactement. Et moi je leur ai envoyé un mail, je leur ai dit putain, je viens de sortir un EP qui s'appelle Atrasis. Si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on bosse ensemble, moi avec plaisir, parce que je kiffe vraiment ce que vous faites. Et genre 2 heures après, ils me répondent, ils me disent ah putain, ça tue ce que tu fais, viens on se capte à Berlin, j'ai une expo à Berlin. Ok. Et donc voilà, le mois suivant, je suis allé à Berlin les rencontrer. Et ils m'ont dit, vas-y, viens en Chine, je monte un opéra d'art contemporain. Vas-y, si tu veux, t'es de la partie et tout. Ouais, ça allait très vite. On te recrute. Et donc voilà, et c'est comme ça que j'ai bougé en Chine en fait. Je vais chez lui et tout. Je loge chez lui, enfin on bosse ensemble. Ça c'était mon premier voyage en Chine, c'était en 2015. Et je nourris cette sensation de j'arrive en Chine et tout, voyage, et je me dis putain, j'ai envie de voyager, tu vois. Et je me dis putain, j'ai envie de trop voyager. Et il me vient un truc, on bosse sur cet opéra, et tu sais, on fait une petite tournée en Chine, tu vois, et on loge dans des hôtels un peu, et en plus, tu vois, l'art contemporain, il y a un peu de budget, tu vois. Ouais, ouais. Donc on loge dans des bons hôtels. Et je sors à mon pote, putain, je kiffe vivre dans des bons hôtels, tu vois. Et il me dit, ah bah ouais, tu veux vivre dans des bons hôtels? Je connais une résidence artistique, c'est pour Watt, c'est financé par Swatch, et tu vas vivre dans un hôtel 5 étoiles pendant 6 mois. Je dis, ah ouais, Mais t'es non. sérieux? Et il me dit, vas-y, inscris-toi, enfin fais la demande, fais un dossier. Et j'ai fait la demande, j'ai été accepté. Ok. Et donc en fait, je suis parti un an après, ça devait être en 2016-2017, et je suis parti là-bas et pour bosser mon album, mon Ok. premier album. Donc ton premier album a été produit, conçu, créé en Chine. Chine, Vietnam, France. On vient de le terminer il y a quelques jours, j'ai reçu le master, on va le sortir là bientôt, Ok. cette année. Super. Et une question, bah là du coup tu mentionnes, donc tu as parlé de la Chine, tu as mentionné le Vietnam. C'est quoi la différence de travailler en France avec des artistes français, de travailler en Asie, en Chine ou au Vietnam avec des artistes locaux? Est-ce qu'il y a une différence dans le milieu de la musique vis-à-vis de pays différents, de cultures différentes? Forcément, mais je n'ai pas bien analysé la chose. Bah, forcément, attends, laisse-moi réfléchir un peu. Il m'est difficile quand même de catégoriser par pays, dans le sens où en fait, j'ai pas seulement changé de pays, mais j'ai aussi changé de milieu. En France, je bossais surtout avec des rappeurs, Ouais. tu vois. Ouais. Et là, quand je suis arrivé en Chine, j'ai bossé entre guillemets dans l'art contemporain. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un autre délire, tu vois. Ok. Donc forcément c'est différent, mais je suis pas certain que ce soit
que cette différence soit liée à l'origine, au pays. D'accord. C'est aussi un C'est le milieu, qui milieu, fait ça. tu vois. Ok. Socialement, culturellement, c'est aussi différent. Je te dis ça parce que je me rends compte, après j'ai commencé à voyager, j'ai bossé avec la scène arty un peu dans différents pays. Et au final, les mecs se ressemblent un peu tous, tu vois. Comme j'ai bossé avec des rappeurs vietnamiens et des rappeurs en France, tu vois, ils ont des affinités, tu vois. Tu vois, quand tu écoutes les mêmes rappeurs américains, bah, t'as une culture en commun, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? T'as les mêmes références, t'as les mêmes Exactement. normes, entre guillemets. Exactement. Donc voilà, tu vois, je pense que je le formule mal, mais tu as des différences culturelles liées au pays, mais tu as aussi des différences liées à ton milieu et puis même à ton milieu social, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. T'es passé d'un milieu artistique très rap à un milieu artistique très contemporain. Qu'est-ce qui a vraiment, qui t'a surpris? Qu'est-ce qui t'a fait ouvrir les yeux? Qu'est-ce que t'as découvert en fait, d'un milieu à un autre? Qu'en fait, tu peux faire un peu ce que tu veux. En fait, je me suis rendu compte que ça sert à rien de s'imposer trop de limites ou de barrières. Tu peux créer ce que tu veux. Tu peux, comment dire, j'arrive pas à bien formuler ma réponse, je suis désolé. Mais je pense que ça doit être un espèce d'apprentissage quand tu es arrivé dans le milieu contemporain. Tu te dis, ah mais en fait, les possibilités elles sont multiples. Exactement. Quoi. Alors que tu étais dans ce cocon un peu rap C'est et ça. tu voyais pas autre chose. Exactement. Et voilà, tu as grandi dans ton village et puis tu sors et tu vas dans une autre ville, tu vas dans d'autres capitales. Tu fais, ah ouais, il y a d'autres possibilités. Ouais. C'est surtout ça, tu vois d'autres gens, tu vois des gays, et tu vois qu'ils s'éclatent, tu vois, tu rencontres d'autres milieux, tu vois, voilà, tu vois, c'est ça que ça m'a apporté. Et puis même d'un point de vue concrètement business, tu vois qu'il y a d'autres manières de faire de l'oseille, tu vois. Voilà, tu vois, tu connaissais pas les résidences artistiques. Moi, pareil, je connaissais pas les résidences artistiques. Ah ouais, il y a des gens qui me payent. Je voyage dans un truc, ils m'hébergent, ils me payent et je fais la musique que je veux. Putain, ça c'était nouveau pour moi, tu vois. Avant, j'étais dans un truc de ah ouais, d'accord, faut faire des instrus, et c'est vendre des instrus à des rappeurs. Les rappeurs, ils veulent pas donner d'argent. Tac, tac, tac. Après, tu dois faire de l'argent avec la SACEM, tu vois. Enfin, je vois qu'il y a d'autres possibilités. Il y a plein d'autres possibilités, que l'argent il peut se trouver ailleurs, que l'expression elle est large et que voilà, tu peux faire un peu ce que tu veux, tu vois. Okay. Voilà. Là, on est au Vietnam. Tu disais que ça faisait 2 ans que tu étais ici. Ouais. Et il y a beaucoup de choses personnelles qui t'ont fait rester ici, mais qu'est-ce qui vraiment t'attire ici au Vietnam? Je suis d'origine viet. Je suis né en France, je suis d'origine viet. La réponse, elle est aussi simple que ça. Il y a un truc, c'est inexplicable, mais je peux pas te mettre les mots, mais je sens que c'est ici que je dois accomplir mes prochaines années parce que ça me permet de mieux comprendre une identité viet qui est en moi, mais qu'en fait je la maîtrise pas, tu vois. C'est un peu frustrant, mais je peux pas vraiment te répondre, tu vois. Mais il y a un truc qui m'attache à ici et je pourrais pas te définir cette identité, mais elle est là, tu vois. Elle est là. Ok. Est-ce que ça a été facile pour toi de pouvoir t'intégrer à cette nouvelle vie? Ouais, les choses sont faites assez naturellement. Okay. Je sais pas si. Je pense que déjà, je suis un garçon sympa, sociable, donc c'est assez facile pour moi. Et puis, j'ai senti ici que j'avais un savoir-faire qui était intéressant, donc c'était facile pour moi pour faire du réseau, rencontrer des gens, bosser, faire des sous. Ça a été quand même assez simple, tu vois. Okay. Parce que je sens, pour le dire d'une autre manière, que le Vietnam, il est en train de vraiment, je le sens culturellement, il est en train de prendre je crois qu'il est en train de prendre un autre palier de vitesse là. Il est en train de plus se développer plus vite et il y a une espèce d'énergie où vas-y, c'est en train de monter, mais que les VKO ils peuvent apporter un savoir-faire qui tu vois ce que je veux dire ou pas?
je vais te donner un exemple concret, terre à terre, mais au moins ça va te donner un... Là, je bosse beaucoup en pub. La pub, ça explose. Ça explose. Parce que maintenant, il y a l'ouverture économique depuis 20 ans. Là, la pub, ça explose. Jusqu'alors, il y a encore 2 ans, quand je suis arrivé, toutes les grosses pubs, tous les réals qu'ils prennent, c'est que des blancs. Ils prennent jamais de vieilles. Parce que, d'une, peut-être parce qu'il n'y a pas de savoir-faire. Il n'y a pas de savoir-faire. Deuxièmement, je pense aussi que ils se disent c'est mieux de prendre des blancs. Je pense qu'ils se disent les prods, les clients, ils disent c'est mieux de prendre les blancs, c'est truc. Et là, depuis que je suis là, j'ai quand même cette sensation de pouvoir bosser avec les agences de com ici qui sont en train de changer le truc là. Et là, je vois que maintenant, ils prennent de plus en plus de Vietkeo. Vraiment, des Viettes grandis, qui ont étudié à l'extérieur, donc qui ont un savoir-faire un peu plus moderne, un peu plus industriel, un peu plus occidental, mais qui ont quand même une identité viette, tu vois. Et en même temps, et là depuis récemment, je sens que maintenant ils commencent à prendre des réals viet, tu vois. Et ben, ce truc-là, cet exemple-là lié à la pub, tu peux le voir aussi. Transfère sur plein d'autres trucs. C'est que voilà, c'est en train d'exploser, on le voit bien, c'est un pays jeune, le business il se développe. Il y a une énergie, mais parfois il n'y a pas encore bien les outils pour rentrer dans cette mondialisation. Mais c'est en train d'arriver, tu vois, on le voit. Ouais, c'est une transition, mais je le vois aussi par rapport à notre pote. Il est Vietkeo et il a été embauché concrètement pour faire la coordination entre les équipes viettes et les équipes françaises. Parce que le français manager ne va pas pouvoir connaître tous les codes en fait de la culture viette. Et tu as besoin de quelqu'un qui soit entre les deux et qui comprenne les deux parties. Et si c'est que un Viet mais qui travaille avec une entreprise française, bah lui n'aura pas les codes de l'entreprise, de la culture française. Donc tu as besoin de ces gens-là, comme toi, comme moi, comme plein d'autres gens qui sont Vietkeo, qui arrivent et qui harmonisent en fait le tout entre les cultures occidentales et vietnamiennes. Et ce qui est marrant, et je compléterais, tu vois, ça rejoint exactement ce qu'on se dit. Moi, dans ma musique, je sens que la musique elle plaît, par exemple pour la pub, ils se disent putain t'as un son, bon c'est à la fois c'est efficace, ce qui peut manquer un peu ici avec les jeunes, les musiciens d'ici, parce que voilà j'ai grandi avec le hip-hop, j'ai fait une formation d'ingé son, il n'y a pas d'école d'ingé son ici, tu vois, donc ma manière de produire les trucs, mais ils me disent putain ta sensibilité elle est quand même viette, même si moi je ne sens pas vraiment viette, tu vois, je parle pas très mal, je parle mal viette, mais voilà, j'ai un truc viette dans mon son. Et en fait, maintenant, quand j'ai 35 ans, j'ai grandi avec le boléro, le kailun, tu vois. Voilà, ce que je te disais, c'était la musique en toile de fond. Ça fait partie de ton ADN. Exactement. Et voilà, et là, et je compléterais, et ça rejoint ce que je disais, là, je vois il y a 4 ans, quand j'étais venu, je voyais que les musiciens en hip-hop ici, tu vois, il y avait un peu de lacune, tu vois, c'était en dessous des Français. Et là, je vois les gamins de 20 ans, qui ont tous grandi avec Internet. Là, je vois des gamins, ça y est, c'est choses qu'ils font là. Mais ils se forment super vite en plus. Ça y est. Les générations des pays asiatiques, comme ils se forment avec Internet et tout va très très vite, ils explosent tout d'un coup quoi. Ici, l'Internet au débit, je le trouve beaucoup mieux qu'en France. Regarde, on a un café, on a l'Internet gamin. Je vois tous les kids, qu'on aime ou non, ils sont tout le temps sur leur phone, sur Internet. Ils se prennent la culture mondialisée, bam bam bam, et je vois les kids là. Et ça y est, ils font de la musique, ils apprennent avec les tutos, bam bam, et là j'écoute, c'est chaud là. En fait, le truc, c'est qu'en Europe, on a pris notre temps. Quelque chose qui s'est passé en 20 ans, ici, ça se passe en 5 ans. Et donc, du coup, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide, tout d'un coup. Il y a un terme pour ça, je pense que c'est le saut culturel ou le bond technologique. Et il se passe la même chose en Afrique, tu vois. C'est que là, avec Internet, putain, ils apprennent plus vite. Et ils sont en train de... Ils apprennent plus vite qu'en Occident, quoi. Tu connais Kim Shapiro ? Voilà, lui, il fait partie de mon asso et lui il est là, putain, il me dit vas-y, ça défonce, t'es au Vietnam, moi aussi je veux y aller et tout, je veux aller vivre. Il me dit vas-y, c'est là-bas que ça se passe. Lui il est en mode, là il est en train de tourner son film américain là. Il me dit vas-y, c'est bon, l'Amérique c'est fini, maintenant c'est fini le western. Comment il demande le western c'est fini, maintenant c'est place aux pays émergents, tu vois. C'est ça. Et est-ce que durant ton parcours,
de ta plus tendre enfance, à ton père qui t'a donné ton poste de radio, à ton école d'ingé son, à la Chine, au Vietnam, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé sur ta manière de vivre les choses? Des personnes qui t'ont inspiré en fait? Il y en a plein, il y en a plein. Je l'ai dit dans plein d'interviews, mais un mec comme DJ Mehdi, je sais pas si tu connais, donc c'est un compositeur à la base qui vient du rap, qui a fait des instrus pour un collectif très connu dans le rap français qui s'appelle la Mafia Quinfri. Et donc il a fait tous les sons de 113, je sais pas si tu connais le groupe 113. Donc Tonton du Bled, tu vois, c'est lui, tu vois. Et puis après, une fois qu'après son truc rap, il est rentré dans un collectif qui s'appelle Headbangers. Ouais, voilà. Typiquement, ce mec-là, c'est un des premiers gars où quand j'étais petit, je me suis dit putain, le gars il vient d'un collectif le plus racailleux du rap français. Vraiment, c'était le groupe le plus racailleux, il est vraiment du rap de ultra violent. Et après, pour passer à faire de la musique électro ultra branchouille, et je l'ai interviewé ce mec. Et bon, là il est mort depuis, mais je l'ai interviewé et vraiment, c'est un des gars qui m'a fait comprendre que t'as pas de limite à te fixer. Tu peux faire ce que tu veux, et c'est ce qu'il a fait. Donc ouais, ça c'est vraiment une influence quoi. Après, j'aime bien Jodorowsky. Tu vois c'est qui Alexandre Jodorowsky, voilà ce genre de. J'aime bien les artistes multidisciplinaires. Lui, il fait du tarot tous les mercredis, il a 80 ans passés. Il continue à tirer le tarot gratuitement dans le 12e. Il réalise des films, il fait des BD, tu vois, L'Incal, tout ça, c'est lui. Il fait des films. Il a fait Holy Mountain, c'est la référence. Kanye West, un des mentors de Kanye West, tu vois. On est tous les gros artistes, vraiment, ils ont Jodorowsky en référence. Et tu vois, c'est un gars, il est fou, tu vois, il est incroyable. Ça, c'est une référence. Ouais, j'aime bien les mecs. Ouais, Kanye West aussi, c'est une référence, tu vois. Enfin, c'est une inspiration dans le sens où le gars, à la base, il est un peu, toute proportion gardée, mais à la base, il fait des instrus de rap. Après, il s'est mis à rapper. Il vient d'une équipe où les gens ne croyaient pas en lui en tant que rappeur. Il devient des meilleurs rappeurs. Après, il s'est dit, vas-y, je veux faire de la mode. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et là, maintenant, je crois que les Yeezy, c'est les chaussures qui cartonnent le plus au monde, tu vois. Donc voilà, j'aime bien ce genre de parcours de modèle. Quels seraient tes conseils que tu pourrais donner à la jeune génération? Tu vois, genre par rapport à ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. Tu as eu des obstacles, tu as eu des embûches, mais tu as aussi de belles découvertes. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, tu vois, genre à ceux, tu vois, genre qui t'écoutent, qui t'admirent? Premièrement, naturellement, je dirais juste explorer, tu vois, comme tu fais, tu voyages. J'imagine que toi, en voyageant, t'as dû remarquer qu'avec tes copains d'enfance, il y en a plein, ils sont là, ah, putain, mais c'est un truc de ouf, comment tu fais, truc. Et tu vois que ces gens-là, ils ont jamais bougé d'Aulnay, par exemple, tu vois. Bah, ces gens-là, j'ai envie de leur dire, vas-y, sortez un peu, tu vois. Et c'est vrai que des fois, ça peut faire peur, tu vois. Ça peut faire peur de sortir de cette zone de confort, mais en fait, moi, je trouve que c'est ultra enrichissant, en fait. Et après, rien ne t'empêche de revenir dans ta zone de confort après, tu vois. Mais au moins, tu as exploré, tu testes, tu vois. Ça permet de te découvrir, tu vois. Donc, cette curiosité, elle peut se faire géographiquement, en allant dans d'autres pays. Très bien se faire là, au lieu d'aller sur les mêmes sites internet, tu vois, sur d'autres sites, au lieu de lire les mêmes bouquins, d'écouter les mêmes musiques, regarder les mêmes types de films, tu apprends, essaye de pas trop avoir de préjugés et essayer de découvrir d'autres trucs, quoi. Une autre question qu'on n'a pas été amené à évoquer, mais j'ai envie de te la poser quand même, parce que du coup, quand j'ai commencé à voir ce que tu faisais, j'ai commencé à suivre ton Instagram, et j'ai vu que tu avais fait le Plum Village de Thich Nhat Hanh. Et c'est quelque chose que moi j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 2 ans, où j'ai reçu mon premier bouquin de lui. Super. Ensuite j'en ai lu un deuxième, ensuite j'ai rencontré un monk qui était influencé par cette école, tu vois, de Plum Village, et j'ai vu que tu l'avais fait. Ouais, en Thaïlande, ouais. Ouais. Comment t'as été
connecté par ce truc-là? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à le faire et qu'est-ce que ça t'a apporté? Quand tu m'as demandé pourquoi je suis parti de France, physiquement, j'avais une sensation d'étouffer. Vraiment, mais c'était en physique. Genre le matin, je me levais, j'avais du mal à respirer, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est problématique, il faut que je travaille avec ça, tu vois. Et voilà, hein, forcément, comme plein de gens, j'ai étudié, j'ai essayé de comprendre la méditation. Et donc j'avais besoin d'outils pour apprendre ça. Pourquoi j'avais besoin de méditation, pourquoi j'ai tout fait. Je ne pourrais pas te répondre clairement, mais je pense que on vit dans un monde aussi où on est nourri, enfin il y a beaucoup d'informations. Tu vois, je trouve qu'on est facilement overwhelmed, tu vois. On est étouffé par les événements, par les trucs, par les téléphones. On est tout le temps sollicité, on est tout le temps occupé par plein de choses différentes. Voilà. Et donc j'avais vu que j'ai là le problème, vu que je suis assez curieux, je me mange toutes les infos en fait. J'arrive pas, je filtre pas. Ouais. Donc c'est bien d'être curieux. T'arrives pas à avoir du temps pour chaque chose en fait. Ah ouais, mais parce que t'as trop envie de découvrir plein de choses en même temps. Ouais, c'est ça. Là, voilà la voiture qui passe, j'entends, tac, il y a des trucs, il y a des machins, il y a des couleurs qui arrivent. Et des fois, j'arrive pas à gérer. Donc j'avais besoin de dealer avec ça. Et ma meuf, en fait, ma femme, elle a son oncle, il est moine au Plum Village, c'est un disciple de Thich Nhat Hanh. Donc elle m'a dit, vas-y, viens, on essaye ça. Et je lui ai dit, quand je vais faire. D'accord. C'était eux, ils étudient le zen, en fait. Ils ont développé leur propre zen à eux. Ouais. Et c'est vachement bien, en fait. Donc ça m'a permis de... Maintenant, je médite à peu près tous les jours. Ouais. Ça m'a permis de mieux me recentrer sur moi, parce que j'étais un peu trop sur l'extérieur, tu vois. Okay. Je pense réellement que la méditation devrait être comme un sujet à part entière dans les écoles pour aider les enfants, tu vois, genre mais c'est très personnel et c'est par des études que j'ai vues, parce que moi j'ai vécu aussi, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu pourrais, si demain tu pouvais... Toi, tu médites, toi? Ouais, je médite. Tu médites tous les jours? Non, pas tous les jours, mais après, tu vois, genre la méditation, elle peut se retranscrire sur plusieurs choses. Tu vois, genre, tu peux être dans un état méditatif quand tu cours, par exemple. Clairement. Tu peux être dans un état méditatif quand tu fais le ménage. Et ça, j'ai réussi à l'avoir parce que j'ai de plus en plus conscience des choses. De plus en plus conscience qu'il faut que je fasse les choses pleinement, tu vois, à 100%. Et donc oui, je le fais, tu vois. Ah mais je te rejoins de ouf. Hein. Tu as fait une semaine de village connu en Thaïlande. Qu'est-ce qui en est ressorti et comment est-ce que tu pourrais le retransmettre à des gens, tu vois? Je ne saurais pas de quoi te répondre. Non, juste que... Si tu veux initier demain ta fille à la méditation, elle va te demander pourquoi papa. Toi, tu vas lui dire quoi? Juste pour être plus en paix, en fait. Plus en paix. Plus en paix, tout simplement. Okay. Parce que c'est essentiel. C'est primordial et en fait je pense que l'époque en a besoin en fait. Dans cette époque on en a besoin parce qu'en fait on est une époque où le changement est beaucoup plus rapide. Avant il y a toujours eu d'autres manières de méditer. Avant les religions étaient plus fortes, tu vois. Donc par la prière tu méditais, par des activités comme avant, on était l'humanité, on était des agriculteurs, ben voilà, on méditait, on faisait notre truc, on était dans le... Aujourd'hui, il y a trop de signaux, tu vois. Aujourd'hui, ça va trop vite. On a nos téléphones, on a nos ordinateurs, on a Internet. C'est ça qui nous fait perdre ça. Donc, il faut qu'on retrouve cet état, entre guillemets, plus pur. Et je pense que la méditation est un des outils les plus pertinents aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut le faire, parce que on est une époque, on est une génération... un peu trop connecté. Ça a ses avantages, mais voilà, ses inconvénients, c'est cette perte de paix. Je sais pas si c'est bien dit, perte de paix, ouais. J'ai deux dernières questions. Vas-y. L'avant-dernière, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton actualité? J'ai vu que tu avais commencé à faire des émissions de podcast avec des invités et tout ça. Et ce qui va se passer en 2020 pour toi? 2020, là, ça fait 2 dernières années, j'ai bossé mon premier album. Okay. Vu que j'ai voyagé un peu partout, j'ai fait un album qui retranscrit un peu ça. J'ai sorti déjà 2 premiers singles, là, 2 premiers titres, Ghost et Krishna. J'ai bossé, qui sont un peu les influences de mon voyage en Inde et en Chine. Okay. Là, le prochain titre, on va le clipper ici, là. Vraiment, c'est vraiment, je pense que l'album, c'est
ça a été toute cette période qu'on a évoquée où j'avais besoin de me chercher, où j'ai eu besoin de voyager. Le dernier clip pour lancer l'album, vas-y, maintenant je suis ancré au Vietnam, à Saigon. Et là, on va tourner avec un pote Vietké, on va faire un beau clip ici. Ok. L'album, ça va arriver là. En parallèle, j'ai sorti avec un ami en France, on a créé un podcast qui s'appelle Mutation. Pareil, justement, parce qu'on a l'impression que ce monde va très vite, que c'est très bien, mais que parfois il peut nous manquer des clés de compréhension. Et donc je voulais apporter des clés de compréhension en allant interviewer des gens que je trouve assez intéressants, parce qu'ils ont réussi à faire une mutation interne de leur propre être. Et ils sont, je pense, acteurs. Ils ont un bon regard sur la mutation extérieure du monde. Et je pense que tu seras d'accord que pour pouvoir accepter le monde extérieur et son mouvement, il faut pouvoir accepter son intérieur. Donc on a essayé d'interviewer des personnes qui puissent nous éclairer là-dessus. Ça peut aller d'interviewer des médecins-chercheurs, interviewer des artistes, interviewer des humoristes. Donc là, le premier épisode, c'était Haroun, un ami que je connais depuis longtemps, qui a commencé en faisant une école de commerce, une étude d'école de commerce, qui s'est dit c'est pas pour moi et qui a décidé d'être humoriste, qui a mis du temps avant de pouvoir avoir le succès et qui a réussi à trouver le succès, je pense, grâce à Internet aussi. On a interviewé un ami journaliste musical qui maintenant bosse vachement sur les plateformes de streaming, donc qui a vachement le regard sur le changement de l'industrie musicale, comment il est passé d'écouter sur des CD à aujourd'hui où on écoute sur nos téléphones. Je voulais avoir son point de vue là-dessus, mais je pense que même on va interviewer des religieux, tu vois, juste pour voir comment spirituellement comment tout bouge, tu vois, comment en un siècle dans les pays occidentaux la religion les religions traditionnelles, à savoir catholiques, ont pas mal reculé, mais qu'en même temps les gens ils sont en demande, tu vois, donc soit ils sont en demande de quelque chose, donc je sais pas, il y en a ils font du yoga, il y en a ils font autre chose, ils font de la méditation, ils font d'autres trucs. Voilà, c'est un peu pour illustrer tout ça. Et la toute dernière question, c'est pour toi, qu'est-ce que c'est être heureux? Waouh, c'est la plus dure celle-là, ta question. Moi, je sens que je suis heureux là. Juste être en paix avec soi-même, je pense que c'est la définition la plus simple d'être heureux. Être en paix avec soi-même. Et quand tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec ce qui se passe autour de toi. Quand tu arrives à accepter toi-même, tu acceptes ce qui se passe autour de toi. Ça ne veut pas dire que quand je dis accepter, ça ne veut pas dire. Comment dire ? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas acteur au changement. Par exemple, si tu vois des injustices autour de toi, ça ne veut pas dire que tu es là, c'est super, il y a des injustices et on passe, tu vois. Non, ça veut dire tu acceptes qu'il y ait des injustices et tu es suffisamment en paix pour pouvoir donner ce que tu veux, pour pouvoir améliorer ce que tu estimes injuste, tu vois. Tu vois la nuance, parce qu'accepter, c'est vrai que ce terme-là, il peut être pris de plusieurs manières, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que Ouais, je vois. C'est ça. Super. Merci. Merci à toi. J'espère que vous avez aimé cet épisode hors série avec Nodé. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages et commentaires sur la page Facebook ou Instagram de Banmi Podcast. Abonnez-vous à la chaîne Banmi Podcast sur Spotify, Apple Podcast et mettez des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
N'oubliez pas que nous avons besoin de votre soutien pour le lancement de la saison 2 de Banni Podcast. Rendez-vous sur la page Ulule Banni Podcast saison 2. Je vous mets le lien en description et j'espère vous retrouver très vite autour d'un banni.